Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur l'auditeur général des FRDC, chers collègues membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les assises des États généraux de la justice me paraissent à tout le moins à cette troisième journée ou deuxième journée, parce que je les suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer et activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau dans des attaques un peu personnelles. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque, je serai objectif, j'y réfléchis, je donnerai quelques pistes de solutions parce que les problèmes, il y en a. Là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef de l'État appelle la renaissance de la justice. Et moi, je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, l'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Le ministre a un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous disons, nous allons dans l'exposé de motifs, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je venais de prendre une instruction demandant aux magistrats de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté. Il avait été constaté que le magistrat du parquet ne jouait plus son rôle d'être actif. Qu'il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous cet angle que le législateur en ce moment-là avait donné l'injonction, le droit d'injonction au ministre de la Justice pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels pour lesquels aucune action publique n'avait été amorcée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le procureur général pour la Cour de cassation et le procureur général ou le procureur général près les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions.
C'est l'article 70 de la loi organique portant organisation, le fonctionnement de l'existence, bref, les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je voudrais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015 sur les statuts de magistrats sont clairs à leur tour. Et stupides que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef. Alors, là, à me demander quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes de la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public près la Cour de cassation pour interjeter le pourvoi en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du magistrat du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsque moi, sur injonction du ministre de la Justice, je suis saisi pour interjeter le pourvoi, je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que les moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite et j'écris au ministre que, après étude, le pourvoi ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophie qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Les gens voudraient, tel que je l'ai senti ici dans la salle, où je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés, c'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propres. Vous savez, dans ce pays, il y a eu, à un moment donné, le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système unilinéaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve écœurant parfois qu'on veuille remettre ce qui est classiquement reconnu en cause et considérer que c'est devenu une tare. J'ai des solutions à proposer par rapport à l'exercice du pouvoir ou les pouvoirs selon qu'ils sont trois, les rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survienne. Le chef de l'État peut renvoyer à la maison le Parlement. Vous le savez, c'est constitutionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement, renvoyer à la maison le gouvernement. Vous savez. De même, pour les mêmes faits, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc le chef de l'État, c'est le régulateur. Je considère que le lui ou l'amener à présider un organe serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre. Et le gouvernement
gouvernement, au chef du gouvernement, mais le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef de l'État dans le giron du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière que gérait le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef de gouvernement qui pourrait être le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme et révoque les magistrats. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par le magistrat suprême, le titre le dit bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude pour cette opportunité qui m'est offerte par le gouvernement à travers nos collègues, les ministres de l'État, ministre de la Justice, cher Constant Moutamba, pour partager avec vous, dans le cadre de ces assises, la problématique liée à la réforme de la justice dans la politique d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Ce thème est au cœur de toutes les problématiques. Problématique de gouvernance de notre cher et beau pays, dans la mesure où il établit un lien entre deux piliers essentiels de notre société. Pendant plus de 66 ans, l'aménagement du territoire était fondé autour d'une politique d'organisation de l'espace physique qui était complètement extravertie. Les colons avaient privilégié d'aménager notre territoire national en tenant compte de voies d'évacuation des produits vivriers qui étaient produits, à savoir le cacao, le café. Ils n'avaient pas orienté l'approche de l'aménagement de notre territoire pour assurer une interconnectivité maximale dans notre pays. Et le texte de base qui réglementait en son temps ce secteur, c'était le décret du 20 janvier 1957 sur l'urbanisme. Ce décret a été conçu et dicté durant la période coloniale, comme vous pouvez le constater, et avait une portée qui était complètement limitée. Étant donné que cela était devenu inadapté, anachronique, au regard des évolutions internes dans notre pays, et cela dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment en matière d'organisation administrative, politique et territoriale. Son application était donc devenue obsolète, je dirais même malaisée, dans un contexte où notre pays, la RDC, fait face à beaucoup d'autres contraintes liées à la coordination dans les interventions des espaces. Également des problèmes de conflits institutionnels dans le cadre de l'affectation des zones et à des situations de superposition des droits et des titres spatiaux. L'aménagement, c'est ce secteur qui permet à ce que, dans le cadre de l'organisation territoriale, de la manière dont les personnes doivent y vivre, la manière dont les activités doivent être organisées sur les 2 345 410 km², c'est l'aménagement qui affecte à l'agriculture les terres qui sont destinées à l'agriculture, aux mines les terres qui sont destinées aux activités minières, ainsi de suite. Comme ça que vous constaterez que c'est un secteur qui est totalement transversal, ça touche beaucoup d'autres secteurs. Et il y avait cette insuffisance du cadre légal dans ce sens que ces secteurs qui affectent les espaces physiques pour leur utilisation par les sectoriels
lui-même n'avait pas un cadre légal approprié, alors que par exemple le secteur minier, vous avez le code de 2002 qui a été revu en 2018, le secteur agricole, il y a toute une loi là-dessus, les affaires foncières, il y a la loi dite foncière qui est d'ailleurs sous examen au niveau du Parlement pour sa révisitation, mais lui-même, l'aménagement qui attribue ces espaces n'avait pas un texte approprié. Déterminé à mettre de l'ordre dans ce secteur, le gouvernement de la République s'est engagé depuis 2015 dans une vaste réforme afin de doter le pays, comme j'ai dit, d'un cadre légal et d'un cadre institutionnel. Cela devrait aboutir, à un instrument très important qu'on appelle la politique nationale d'aménagement du territoire et la loi sur l'aménagement du territoire. Ces deux instruments ont été adoptés respectivement le 3 juillet 2020 et le 18 septembre 2020 en Conseil des ministres. À ce jour, la politique a déjà été rendue publique. Il y a tout un instrument qu'on appelle la politique nationale d'aménagement du territoire depuis, comme j'ai dit, le 3 juillet 2020. Et il y a le projet de loi qui était comme l'initiative législative émanée du gouvernement. Et donc c'est un projet de loi qui a été soumis en examen au niveau du Parlement. Et à ce jour, ça a été adopté. Il y avait la problématique de sa constitutionnalité. Et donc nous avons envoyé ça au niveau de la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. Et par RPOS 1888, la Cour constitutionnelle avait déclaré cette loi conforme à la Constitution. Et donc nous attendons sa promulgation par le chef de l'État dans les jours à venir. Qu'est-ce que cette loi va apporter dans notre arsenal juridique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, de la réforme de la justice. Et de l'avènement de cette loi, de cet outil, de cet instrument, va permettre à ce que le cadre légal, qui jusque-là, comme j'avais dit, était inexistant, cette loi va permettre à ce que les occupations du sol puissent se faire conformément aux affectations. Nous avons donc initié, dans le cadre de la réforme, ce qu'on appelle les guides méthodologiques. C'est un outil de planification spatiale qui permet à ce que, au-delà du master plan, dans le jargon on appelle ça les SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, que les provinces, je sais que, et ça je salue encore une fois la présence des autorités, des exécutifs provinciaux qui sont avec nous, ainsi que le président des assemblées provinciales. Vous remarquerez qu'au niveau de vos entités, vous ne disposez pas, en tout cas sur les 26 provinces, il n'y en a que 4 qui en disposent. Ce qu'on appelle le PPA, le plan provincial d'aménagement du territoire. Mais pour les élaborer, le gouverneur de province, vous avez besoin de ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Et votre gouvernement l'a adopté. Nous sommes dans la phase de vulgarisation. Je crois que certaines provinces ont reçu les délégués du ministère de l'aménagement du territoire pour vous aider au niveau des provinces et au niveau des ETD, donc les villes, les communes, les territoires, pour élaborer ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement du territoire. C'est un outil de planification extrêmement important parce que c'est ça qui va être le socle de tous les autres projets que vous, comme gouverneur, vous pouvez initier au niveau de vos entités. Et donc, les guides existent. Il y a une campagne qui a déjà commencé, comme je dis, dans d'autres provinces, et cela va se poursuivre. L'axe du mal dans notre pays aujourd'hui et qui déstabilise tout, c'est la corruption. C'est la corruption et c'est son impunité qui provoque toute cette situation. Donc je pense que si on me demandait de faire une recommandation, c'est la lutte tous azimuts contre la corruption. Et à ce titre-là, par rapport à ça, je soutiens l'organisation de ces États généraux. Parce qu'il y a 15 ans, la gravité de la situation qu'on avait vécue n'est pas pareille à celle d'aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi de dire que c'est une opportunité historique. Regardez l'implémentation de la justice transitionnelle, ça n'a pas été fait avant. Le président a été capitaliste. Et par rapport à la corruption, je soutiens totalement l'action de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, ministre d'État, et je l'encourage. Une question à Lingala. Excellence, nous avons qui est ministre de la Justice,
nomaka l'homme d'Angenga et de Boulou. On a dit tout, il y a phénomène Boulou dans la ville, il y a Kinshasa qui est les lots, constat nous pour ça par rapport à tout, il y a phénomène Boulou dans la ville de Kinshasa. La stratégie ni nasi samotina. Nasi samotina. La stratégie ni oyo chaka à l'époque. Tolérance zéro. Les lots sali qui ba oyo bazo kamba bazo kokate tout à Boulou maison maternité na. Les cambo etali bato ya babebi ici en mboka. Babomi en mboka lokola bilenge na oyo babengi bakulu na lelo. Solo lobby totelemelaki bango. Stratégie ya kotelemela bango moboni monguna mpona kobundisa ye esengeli te na public ndenge boye na libanda toloba il faut kosala boye wana esengeli masolo oyo ngai na leki na ngai na excellence na ngai monsieur le ministre de la justice tokoki kosolola po eza bitumba moko tozo kokunda oyo tokoloba excellence tala epai boye soki tomeki eloko boye tala oyo totali soki tomeki eloko kaka na koloba mpe nalobaka yango mbala na mbala moto aleki leta na makasi azali te kuluna to yo nani oyo aleki leta na makasi azali te o kuluna alobi ngai ye azwi leta ou leta alobi ngai naza leta nakozwa yo. Donc ça signifie que na likambo yango solution ezali mais ya ndenge nini eza masolo entre ngai na leki nanga mokambi ya secteur ya kosembola lelo Constant Mutamba tokoki kosolola na bosolo po tozala na etumba moko po topusa mboka na liboso mpe tosalela maye tata mokonzi asengi na secteur ya kosembola. Ça valait la peine et états non seulement le président de la République, mais tout Congolais décrit le fonctionnement de notre appareil. Et voilà pourquoi il a pris au président de la République de chapeauter l'organisation de ces états généraux pour qu'ensemble nous puissions réfléchir de manière claire comment est-ce que nous pouvons harmoniser et remettre notre justice à sa place. Alors un mot à tous les Boyomais qui vous suivent assez nettement parce que vous êtes le numéro 1 de la Chopo sur ce que le chef a dit. Merci beaucoup. Pas seulement de Boyomais, mais partout à mes frères de la province de la Chopo. Étant donné qu'ils sont congolais, tout ce que nous faisons ici les concerne aussi. Et donc, nous sommes là présents, nous allons participer bien sûr aux travaux avec les experts venant de tout point du pays. Je pense qu'après ces assises, notre justice retrouvera sa place et l'homme congolais se réjouira de ses points. Merci. Ce discours à bras ouverts, parce que comme vous le savez très bien, la justice est réellement malade. Donc il est impératif que, grâce à l'impulsion du chef de l'État, que nous puissions finalement trouver une solution pour que la justice de notre pays puisse élever notre nation. Vous avez suivi le chef de l'État, son discours a été comment? Son discours est plus qu'encourageant et cela nous motive à aller dans la même direction que lui afin d'accompagner le ministre d'État, le ministre de la Justice, pour que ces assises puissent porter des fruits. Merci, monsieur. Je vous remercie.